ultime révision. Révision mai, on est quoi, le 4 mai 4 mai 2012, donc à une semaine de l'échéance fatidique. Donc on va essayer de faire ça, en deux temps. On va s'intéresser d'abord à la partie analyse, et ensuite on va s'intéresser à la partie proba. Alors bien sûr le programme est relativement vaste, mais c'est une révision, donc je vais essayer de jalonner, de vous donner un peu les étapes qu'il faut absolument maîtriser. Donc cette vidéo-là sera bientôt disponible, donc vous pourrez éventuellement la visionner ensuite. Alors on va commencer par, au BTS, vous avez toujours une étude de fonction. Alors une étude de fonction dans lequel on va conjuguer deux types de fonctions. La fonction ln, donc la fonction ln, et la fonction exponentielle. On dit fonction ln et fonction exponentielle. Alors, avant de commencer, il faut tout de suite avoir en tête le lien entre les deux. Il faut savoir que si vous avez y égale à ln de x, si vous avez y égale ln de x, ça équivaut à x égale à exponentielle de y. Y égale ln de x équivaut à x égale exponentielle de y. Mais il faut bien sûr être au fait de deux choses. Le logarithme d'un nombre, on ne peut le calculer que si ce nombre est comment strictement positif. Donc la condition ici, c'est x doit être strictement positif. J'écrirai donc que x appartient à R étoile plus, ou bien x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. X appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. En revanche, le logarithme d'un nombre me renvoie toujours à un nombre réel. C'est-à-dire que dans ce cas-là, y appartient à quoi? À R. Autrement dit, y peut être pris entre moins l'infini et plus l'infini. Ce résultat est important, pourquoi? Très important. Si vous avez, dans votre étude de fonction, si vous avez à étudier une fonction dans laquelle il y a du logarithme, donc j'écris par exemple une fonction f, définie par f de x égale ln, et puis ici vous mettez un pavé. Oui. Ici, vous mettez une expression. Vous êtes sûr, en BTS, vous êtes sûr que préalablement, on aura défini la fonction. Autrement dit, vous êtes sûr que préalablement, cette quantité-là aura été fixée comme comment? Comme strictement positive. Donc vous n'aurez pas à chercher de domaine de définition. Donc au départ, vous avez du ln, elle est forcément définie. En général, les fonctions que vous aurez étudiées sont des fonctions d'ordre économique. Donc vous allez avoir affaire à des quantités, des choses comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle, en général, vous serez toujours, quand vous avez du ln, vous serez toujours dans le domaine de définition. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors maintenant, pourquoi cette relation est importante? Pourquoi cette relation est importante? Regardez bien. Cette relation est importante pour le fait suivant. Admettons que j'ai à résoudre une équation. Vous voyez, je suis confronté à ça. J'ai quoi? J'ai ln de x égale à 8. Bien sûr, préalablement, on m'a dit que x est comment? Positif. D'accord. Donc la solution de cette équation-là, c'est quoi? C'est tout simplement x égale à combien? Exponentielle de quoi? De 8. Si ln de x égale 8, x égale exponentielle de 8. Autre équation, si vous avez à résoudre ln de x moins 5 égale à 2, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire quoi? Que x moins 5 est égal à quoi? À exponentielle de 2. Et comme je résous une équation, je n'ai qu'à passer le moins 5 dans l'autre membre, ce qui va donner quoi? X égale 5 plus
exponentielle de 2. D'accord? Donc ça c'est très important, c'est pas compliqué. On part de la définition y égale ln de x, ça équivaut à x égale exponentielle de y. On peut être aussi amené à résoudre une équation de ce type. Exponentielle de x moins 3 égale 0. Ça veut dire quoi donc? Que exponentielle de x est égale à combien? À 3. Et donc x égale à combien? ln de 3. Est-ce que c'est bon? Voilà. X égale à ln de 3. Vous avez à résoudre une équation de ce type. 2x moins 1 moins 1 égale 0. Vous dites ça équivaut à quoi? À exponentielle de 2x moins 1 égale à combien? 1. Et vous dites ensuite, ça équivaut à 2x moins 1 égale à combien? ln de 1. Et vous savez que ln de 1 c'est combien? 0. ln de 1 c'est 0. Ce qui vous donne 2x moins 1. 2x moins 1 égale 0. 2x moins 1 égale 0. Soit x est égal à combien? 1,5. D'accord? Donc là, j'ai résolu des équations. Mais c'est pareil pour une inéquation. C'est le même schéma. La seule différence, c'est que lorsque vous résolvez une inéquation, la seule question qui va se poser, par quelle quantité vous allez diviser les deux membres de l'inégalité? Est-ce que vous allez diviser les deux membres par une quantité positive ou par une quantité négative? Regardez. Si vous avez une question comme celle-ci, par exemple, j'ai fait un calcul et j'ai trouvé que ln de moins 2, ln de x, plus 6 est plus grand ou égal à 0. On me demande de résoudre cette inéquation. Alors qu'est-ce que je fais? J'isole bien sûr d'abord x. Mais avant d'isoler x, il faut me débarrasser de quoi? Du 6. Donc je le passe de l'autre côté. Ça veut dire donc quoi? Moins 2 ln de x est supérieur ou égal à combien? Moins 6. Et maintenant, on va se poser la question. Je vais diviser les deux membres par une quantité laquelle? Par moins 2. Mais quel est le signe de moins 2? Négatif. Donc je vais diviser par moins 2, je vais changer de sens. Et donc je vais écrire quoi? ln de x est comment? Inférieur ou égal à moins 6 sur moins 2. C'est-à-dire que je vais écrire ln de x est plus petit ou égal à quoi? À 3. Et je n'ai pas fini, parce que je n'ai pas isolé x encore. Et maintenant, je vais dire, la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Par conséquent, si ln de x est plus petit que 3, qu'est-ce que je vais écrire? X est comment? Inférieur à combien? Eh bien, à exponentielle de 3. Je passe par la réciproque. C'est tout. C'est exactement comme l'égalité. La seule chose, c'est le sens qu'il faut gérer. À un moment donné, va se poser la question de savoir par quelle quantité vous divisez les deux membres. Est-ce que vous divisez les deux membres par une quantité positive ou une quantité négative? Est-ce que ça, c'est clair? Ok? Bien. Maintenant, on va passer au calcul dérivé. Donc, on va s'amuser à dériver certaines fonctions, donc des logarithmes exponentiels. Donc, je commence par des dérivés de fonctions ln. Par exemple, on vous demande de dériver une fonction définie ainsi. Alors, je fais d'abord ça. D'accord? Je fais d'abord ça. Ici, vous avez une somme de fonctions. La dérivée d'une somme de fonctions, vous avez un formulaire. La dérivée d'une somme de fonctions, c'est quoi? C'est la somme des dérivées. Vous savez tous que la dérivée de ln de x, c'est dans le formulaire. C'est 1 sur x. Donc ici, vous avez quelle valeur? Vous avez k, la forme k fois u. La dérivée de k fois u, c'est k fois u'. C'est parti. Ça donne quoi donc? f' de x égale 20 que multiplie
1 sur x. La dérivée de moins 5x. Moins 5. Et c'est tout. Plus 0. Je réduis au même dénominateur. Ce qui va me donner et voilà notre dérivée. Est-ce que c'est clair? Après, on verra tout à l'heure étudier le signe de la dérivée, etc., etc. Mais je vous renvoie quand même à des cours qui ont été donnés pour le signe, parce qu'il suffit de faire le lien. Une fois que vous avez dérivé, vous allez étudier le signe de la dérivée. D'accord? Vous allez étudier le signe de la dérivée. Qu'est-ce qui apparaît ici d'après vous? Qu'est-ce qui apparaît? Si je veux étudier cette fonction, je veux l'étudier. Forcément, au départ, on m'a dit que x, par exemple, x appartient à l'intervalle de 0 à combien? A plus l'infini. C'est-à-dire on a fixé x strictement comment? Positif. C'est bon ou pas? Donc forcément, la fonction est définie. Je n'ai pas à chercher le domaine de définition. En BTS, on vous le donne toujours. Moi, je le fais en cours parce que ça fait partie de la connaissance. Mais vous n'avez pas à aller vers le domaine de définition. Il vous sera donné, on vous dira la fonction f définie sur l'intervalle. C'est bon. Donc, de ce côté, c'est réglé. Donc, dès que vous avez du ln, vous savez que l'argument, c'est-à-dire ce qui vient après ln, est toujours positif. Est-ce que c'est bon? J'arrive à cette dérivée. Qu'est-ce qu'on a appris? Lorsque vous avez un quotient et que vous voulez étudier le signe d'un quotient, vous dites, pourquoi je sais que 2 sur 3, c'est positif? Parce que 2 est positif, 3 est positif, et je sais que plus par plus, ça fait plus. En revanche, si vous avez eu 2 sur moins 3, ça fait moins, parce que le haut c'est plus, le bas c'est moins, plus par moins, ça fait moins. Donc ici, je suis confronté au même problème. J'ai un rapport, j'ai un quotient. Comment je fais pour étudier le signe? Qu'est-ce que j'évacue tout de suite? Voilà. Je vois que le domaine de définition, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc mon dénominateur est comment? Positif. Et vous avez compris, si le dénominateur est positif, qu'est-ce qui reste? Il suffit d'étudier le haut. Si le haut est positif, la dérivée sera comment? Positive. Si le haut est négatif, la dérivée sera négative. Donc vous faites une phrase toute simple. Vous faites la phrase toute simple, classique. Et vous allez écrire ceci. Je l'écris au tableau. Et vous allez écrire ceci. f' de x. Voyez, f' de x est du signe. F' de x est du signe de quoi? De 2x, de 20x, moins 5, de 20 moins 5x, car sur l'intervalle combien? 0 plus l'infini, x est comment? Strictement positif. Et donc c'est terminé. Puisque maintenant, la dérivée a le même signe que son numérateur, qu'est-ce que je vais écrire donc? Que f' de x est positif, n'est-ce pas? F' de x positif équivaut, c'est pareil que, équivaut à quoi? À tout simplement 20 moins 5x positif. C'est le même signe. Est-ce que ça va? Et donc, on va résoudre cette inéquation. Est-ce que vous avez compris? Ça fait donc moins 5x plus grand ou égal à combien? À moins 20. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va diviser par combien? Par moins 5. Et comme moins 5, elle est comment? Négative. On va changer de sens. C'est le seul truc. Toujours pareil. Et donc là, on va isoler et on va écrire x plus petit. Là, je fais l'opération. Moins 20 sur moins 5, ça fait plus 4. Est-ce que c'est bon? Ça fait plus 4. Et donc maintenant, je fais une petite phrase. Il en résulte le tableau de variation suivant. Puisque j'ai trouvé pour quelle valeur c'est positif. Donc je peux déduire pour quelle valeur c'est comment? Négatif. Si c'est positif pour x, plus petit ou égal à 4, ça sera comment? Négatif pour x comment? C'est positif quand x c'est plus petit que 4. Donc c'est négatif pour x plus grand que 4. Et donc après vous faites votre tableau de variation. Et votre tableau de variation, il va démarrer comment? Il va aller de 0, 0,
Donc compris, en passant par quelle valeur? 4 jusqu'à combien? Là vous aurez f' de x. Là vous allez avoir 0. Là vous avez quel signe? Plus sur le côté et moins. Vous avez donc une fonction qui est comment? Strictement croissante et une fonction qui est strictement décroissante. Autre exemple. Admettons qu'on ait à étudier donc la fonction f définie par, regardez bien, ln de 1 sur 2 fois x plus 2. D'accord? 1 sur 2 fois x plus 2. Et le domaine d'étude, c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Il faut identifier la forme de f. Il faut identifier la forme de f. Voyez, vous avez ln d'un bloc. Vous avez ln d'un bloc. Et vous avez posons v de x égale à 1 sur 2 x plus 2. Vous me suivez ou pas? J'ai pris v, j'aurais pu prendre u, mais vous allez pas pourquoi j'ai pris v, hein? Pour ne pas vous confondre. Mais je peux poser u égale, hein? Vous avez compris? U ou v c'est pareil, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai posé v de x égale à tout le bloc. Donc f de x, et f est de quelle forme? F est de quelle forme? ln de quoi? ln de v. Tout le monde voit ça. Si je pose tout ça égal à v, c'est bien ln de v, oui ou non? D'accord? Je répète. Si toute la parenthèse, je l'appelle v de x. Toute la parenthèse, je l'appelle v de x. F est de la forme ln de v. D'après mon formulaire de mathématiques, la dérivée de ln de v, c'est pareil que ln de u. La dérivée de ln de u, c'est quoi? U' sur u. Donc la dérivée de ln de v, c'est quoi? V' sur v. Je répète, j'ai posé toute la parenthèse égale à v. F est bien de la forme ln de la parenthèse. Donc ln de v. La question, c'était d'étudier f. Donc je vais dériver f. La dérivée de f, la dérivée de ln de v, c'est v' sur v. Donc la question qui m'est posée maintenant, à quoi est égal v'? Vous comprenez ou pas? Alors on y va. Est-ce que vous êtes d'accord que v de x, je peux l'écrire comme ça pour ne pas vous fatiguer? Je peux l'écrire comme ça. Ok. J'ai développé. Dites-moi, v est de quelle forme? V est de quelle forme? 1 sur u, c'est pour ça que j'ai appelé v, pour ne pas vous confondre après. V est de la forme 1 sur u. Est-ce que vous êtes d'accord? Je prends mon formulaire et je lis 1 sur u. Qu'est-ce que je lis dans mon formulaire? Vous allez lire moins u' sur u2. Je répète, dans votre formulaire, il y a écrit, donc là je vais écrire quoi? Posons u de x égale à combien? 2x plus 4. Attention, là je fais compliqué délibérément. C'est pour vous dire que c'est possible, même quand c'est compliqué. Ok. 1 sur 2x plus 4. Je pose u de x égale à 2x plus 4. Dès que j'ai posé u, je calcule quoi? U'. U' de x, c'est combien? 2. 2. V, vous m'avez dit que v est égal à quoi? 1 sur u. V, c'est 1 sur u. V' c'est quoi? Moins u' sur u au carré. Donc ici, je peux déduire v' de x. Oui ou non? V' de x. C'est moins u', donc combien? Moins 2. Moins 2 sur u au carré. C'est-à-dire 2x plus 4 au
4. Est-ce que maintenant vous voyez que f', c'est v' sur v? V, je l'ai. V', je viens de le calculer. Je n'ai plus qu'à remplacer. Est-ce que vous m'avez compris? Je répète. F, c'est ln de v. F', c'est v' sur v. V', je l'ai. V, je l'ai. Je n'ai plus qu'à remplacer. Alors, je vais remplacer. Et ça me donne. Ça me donne. F' de x est égal à V'. V', je l'ai ici. Voilà. V', c'est moins 2 sur 2x plus 4 au... Ça, c'est V'. Sur V. V' sur V. J'écris comme ça pour ne pas vous fatiguer. Voilà. Voilà, V' sur V. Vous savez que pour diviser un nombre, un réel par un autre, il suffit de multiplier le premier par l'inverse du second. Pour diviser un nombre par un autre, il suffit de multiplier le premier par l'inverse du second. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner quoi? F' de x égale moins 2 sur 2x plus 4 au carré, que multiplie l'inverse? Et vous avez compris, je peux simplifier par quoi? Par 2x plus 4. Voilà ma dérivée, qui est relativement simple. Ah, et au BTS. Au BTS, regardez pourquoi les choses sont simples. Vous savez ce qui va se passer au BTS? Si on avait une fonction comme ça, qu'est-ce qu'on m'aurait dit? On m'aurait dit soit la fonction f définie par, parce que j'ai dit tout à l'heure. On vous aurait dit vérifier, regardez bien, vérifier que f' est égal à ça. Autrement dit, la réponse, vous l'avez. Admettons que vous ne soyez pas arrivé à démontrer ça, mais ça ne vous empêche pas de continuer, puisque la dérivée, vous l'avez. Et on vous demande d'étudier le sens de variation. Vous dites la dérivée, je l'ai, je vais travailler avec ma dérivée, que je n'ai pas réussi à obtenir. Peu importe. Et je vais dire quoi? 2x plus 4 est comment? Positif. Le numérateur est toujours comment? Négatif. Donc la dérivée est comment? Négative. Donc la fonction f est comment? Strictement décroissante. Donc, combien même vous n'êtes pas arrivé à trouver ça, vous pouvez quand même continuer. Est-ce que c'est clair? Parce que la plupart du temps, on vous propose une dérivée. Autrement dit, on vous suggère de démontrer que. On vous dit montrer que f' est égal à. Donc vous pouvez exploiter le résultat, bien que vous ne soyez pas quand même arrivé à démontrer. Mais en général, les dérivées que vous aurez à faire sont relativement simples, beaucoup plus simples que celles que je viens d'indiquer. Mais si vous faites les choses en appliquant les formules pas à pas, vous arrivez jusqu'au bout. Fonction f égale à 2 exponentielle de moins 3x plus 5x plus 1. D'accord? La dérivée. Nous avons ici une somme de fonctions. D'accord? La dérivée d'une somme de fonctions est tout simplement égale à la somme des dérivées. La dérivée de 5x, 5. La dérivée de 1, 0. Il me reste simplement à dériver ça. Et ça, vous reconnaissez quelle forme? La forme exponentielle de quoi? De u. Donc je rappelle que la dérivée de EU, c'est U', Donc si vous posez U de x égale à moins 3x, est-ce que tout le monde a compris que U' de x, c'est moins 3? Est-ce que c'est bon? Par conséquent, si je veux dériver exponentielle de moins 3x, en appliquant la formule ici, ça me donne quoi? U', donc combien? Moins 3. Exponentielle de U. Est-ce que c'est clair?
Et donc, devant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2. Donc ça me fait quoi la dérivée? F' de x égale, regardez bien, 2 fois ce que j'ai trouvé. Donc ça fait combien? Moins 6. Exponentielle de moins 3x. Plus combien? Plus 5. Plus 5. D'accord? Essayons de continuer. Admettons qu'on me demande d'étudier le sens de variation de cette fonction. Et donc là, on m'a dit de travailler sur l'intervalle, je ne sais pas moi, 0, l'intervalle 0 à plus l'infini. Je vais donc étudier le signe de la dérivée. Est-ce que c'est bon? Ça va me donner ceci. Ça va me donner ceci. Alors, je vais effacer ça. Et je vais donc écrire f' de x est positif. Ça équivaut à moins 6 exponentielle de moins 3x plus 5 est positif. J'isole x. Je passe le 5 dans l'autre membre. Je passe le 5 dans l'autre membre. Ça me fait moins 6 exponentielle de moins 3x plus grand ou égal à combien? À moins 5. Je divise de chaque côté par moins 6. En divisant par moins 6, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de sens. Ce qui vous donne exponentielle de moins 3x plus petit ou égal à 5 sur 6. Moins 5 divisé par moins 6. Et maintenant, on va faire quoi? On va passer par la fonction logarithme. On va donc écrire quoi? Moins 3x. D'accord? Moins 3x. Et plus petit ou égal à combien? À ln de 5 sixièmes. Est-ce que ça marche? Au passage, qui peut me dire quel est le signe de ln de 5 sixièmes? Positif. Eh ben non. Eh ben non. ln de 5 sixièmes est négatif. Vous savez pourquoi? 5 est plus petit que 6. Donc 5 sixièmes est forcément inférieur à combien? À 1. Quand vous avez x qui est, n'oubliez pas ça, quand vous avez x qui est compris entre 0 et 1, le logarithme de x est toujours négatif. Donc là, quand vous lisez ça, ça vous renvoie moins. Attention. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce que je dis après? X comment? Positif. J'ai moins 3x inférieur ou égal à ln de 5x, 5 sixièmes. Donc je fais x supérieur ou égal. Pourquoi? Parce que je vais diviser par combien? Par moins 3 qui est négatif. Attention. Donc je change de sens. N'oubliez pas ça. Et donc forcément, le résultat que j'ai là, le haut c'est moins, le bas c'est moins, ça fait combien? Plus. Et donc je travaille sur l'intervalle combien? 0 plus l'infini. Je vais pouvoir faire mon tableau de variation comme ceci. Regardez bien. X, 0, ln de 5 sixièmes sur moins 3, et plus l'infini. La fonction f, la dérivée, et f. La dérivée s'annule. Elle est positive pour x plus grand que. Donc là, j'ai quel signe? Et là, j'ai moins. La dérivée est comment? Négative, donc fonction décroissante, puis croissante. Je ne remplace pas, nous n'avons pas le temps. Ok? Première étape. Vous avez un produit. Vous avez un produit. Le produit, c'est de quelle forme? U fois V. Donc là, je vais poser U de x égale et V de x égale. Donc je pose. Posons. U de x égale à 2,5 plus x. V de x égale à exponentielle de moins 0,5 x plus 1. La dérivée de U de x, la dérivée de 2,5, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Par conséquent, U' de x est tout simplement égal à 1. Alors attention, V est de quelle forme? EU. Vous voyez? EU.
La dérivée de EU, c'est U', EU. U', c'est la dérivée de ce qui se trouve ici. Quelle est la dérivée de moins 0,5x plus 1? Voilà, donc nous avons moins 0,5. Ça c'est U', EU. Voilà, moins 0,5x plus 1. Et on va rédiger ainsi, on va écrire f égale à u fois v, ce qui implique que f' égale à u' v plus v' u. F égale à u fois v, donc f' égale u' v plus v' u. Je remplace. On a donc f' de x égale u', 1, fois v, Exponentielle de moins 0,5 0,5x plus 1 moins 0,5 fois 2,5 plus x exponentielle de moins 0,5x plus 1. J'ai réarrangé les termes pour que ça fasse mieux. Et quand vous avez une dérivée dans laquelle il y a des exponentielles, vous aurez toujours une factorisation à faire. Là, vous remarquez quoi? J'ai exponentielle et je retrouve ici exponentielle. D'accord? C'est comme si, ici, rappelez-vous, j'ai quoi? 1 fois. Et si vous factorisez par exponentielle, qu'est-ce que ça vous donne? Ça fait donc, je mets en facteur exponentiel, ça me fait quoi? 1 moins ce qui vient après. Le tout. Voilà. Maintenant, je développe à l'intérieur de ma parenthèse. Je développe à l'intérieur de ma parenthèse. 1 moins. Alors, 2,5 que multiplie 0,5, ça fait 0,125. Moins 0,5x. Ce qui me donne, d'où f' de x égale. Donc ça fait du 0,875, n'est-ce pas? Moins 0,5x. Je répète, 1 moins ça, ça fait ça, moins 0,5x exponentielle de moins 0,5x plus 1. A priori, il y a une petite erreur ici. Donc ici, voilà, donc ici c'est moins 1,25, n'est-ce pas? Oui. Et donc, résultat ici, 1 moins 1,25, ça fait donc moins 0,25. Moins 0,25, d'accord? Alors, on peut simplifier en mettant, on peut mettre, si on met moins 0,25 en facteur, si on met moins 0,25 en facteur, voilà ce que ça va donner, c'est pour alléger un petit peu l'écriture. Voilà. On va essayer de mettre moins 0,25 en facteur, ça me donne f' de x égale, donc moins 0,25, facteur de quoi? 1, n'est-ce pas? 1, plus 2x. Est-ce qu'on est d'accord? Exponentielle de moins 0,5x plus 1. Oui. Si vous mettez moins 0,25 en facteur, vous divisez tout par moins 0,25. Moins 0,25 divisé par moins 0,25, ça me fait 1. Moins 0,5, n'est-ce pas? Divisé par moins 0,25, ça me fait 2. Moins 0,5, hein? Moins 0,5 divisé par moins 0,25, ça fait 2. C'est bon ou pas? Si vous voyez de l'exponentielle, là j'ai un produit. Il faut savoir que exponentielle de n'importe quelle quantité est toujours comment? Toujours strictement positif. Ce qui va effectivement alléger notre calcul. Pourquoi? J'ai un produit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que f' de x est du signe de quoi? Et du signe de moins 0,25 que multiplie 1 plus 2x car exponentielle de moins 0,5x plus 1 est strictement
positif pour tout réel x. Pour tout réel x. D'accord? Exponentielle de moins 0,5x plus 1 est strictement positif pour tout réel x. Ça veut dire que f' de x est du signe de ce facteur-là. Je vous propose donc d'étudier ce signe. Alors voilà ce qu'on va écrire. F' de x est positif équivaut à moins 0,25 fois 1 plus 2x strictement positif. Je divise par moins 0,25. Je divise par un nombre négatif, je change de sens. Ce qui vous donne 1 plus 2x est plus petit ou égal à 0. Je continue. Ça vous donne 2x est plus petit ou égal à moins 1. Et ça vous donne donc 2x, soit x est plus petit ou égal à moins 1,5. Et donc, on va déduire le tableau de variation suivant. De moins l'infini à plus l'infini. Moins 1,5. F' de x. F. La dérivée s'annule. Elle est positive à gauche de moins 1,5. La fonction est croissante, puis décroissante. Étape étude de la fonction f sur l'intervalle 0,10. Sur l'intervalle 0,10. Alors, il y a souvent une petite confusion qui s'opère. Quand vous prenez votre formulaire de mathématiques et que vous regardez la dérivée de u sur v, vous avez bien u'v moins v'u sur v au carré. Mais il faut comprendre tout de suite que si vous avez la forme 1 sur v, vous voyez, 1 sur v, et si vous appliquez la formule au-dessus, vous avez 1 sur v. Alors on fait quoi? U', la dérivée de 1 c'est combien? C'est 0. Que multiplie le bas? Donc que multiplie v. Moins la dérivée du bas, c'est-à-dire quoi? V'. Que multiplie u, c'est-à-dire combien? 1. Sur VO carré. 0 fois V, ça fait 0. Moins V' fois 1, ça fait moins V'. Et ça vous fait quoi? Moins V' sur V au carré. Voyez? Donc quand vous n'avez rien en haut, au lieu de faire U sur V, il vaut mieux appliquer cette formule-là. C'est la même. Ça, c'est un cas particulier de ça. Mais si ça vous embête, ben vous n'avez qu'à poser U ici. Certains vont poser U égale 90. Ce n'est pas la peine. Je peux appliquer cette formule-là directement. Pourquoi? Parce que 90, ça s'écrit comme ça. 90, n'est-ce pas? Que multiplie combien? 1 sur 2 plus exponentielle de moins x. Vous voyez? 90, vous voyez? 1 sur V. Ok. Alors, je vous propose de chercher donc la dérivée. On va donc posons u de x égale à 2 plus exponentielle de moins x. La dérivée c'est quoi? U' de x, c'est moins exponentielle de moins x. F est de la forme 90 que multiplie 1 sur u. Ça c'est f. 90 que multiplie 1 sur u. La dérivée de 90 que multiplie 1 sur u, c'est 90 que multiplie moins u' sur u au carré. Je n'ai plus qu'à remplacer. Et j'ai donc f' de x égale 90 que multiplie, attention, moins u', là j'ai déjà un moins. Moins par moins, ça fera quoi? Plus. Exponentielle de moins x sur 2 plus le tout au carré. Donc je répète,
90 exponentielle de moins x sur 2 plus exponentielle de moins x au carré. La question, c'est quoi? Montrer que la fonction est comment? Strictement croissante. Croissante. Ben, 90 c'est de quel signe? Plus positif. Exponentielle de moins x est toujours positif. 1 carré est toujours positif. Comme la dérivée est strictement positive, alors la fonction exponentielle, la fonction f est strictement croissante. Donc elle est strictement croissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle combien? 0, 10. Et donc de démontrer que la fonction f est strictement croissante. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit de démontrer que l'équation, déduire des questions précédentes, c'est-à-dire après avoir calculé f de 0 et f de 10, après avoir calculé f de 0 et f de 10, on a trouvé que f de 0, est égal à combien? À 30. F de 10 est égal à peu près, en arrondissant, à 45. Ça veut dire concrètement que la fonction f est comment? Strictement croissante entre 0 et 10. Donc nous avons quoi? Ici, f' de x. Là, nous avons plus. Là, nous avons f qui est croissante. Et là, nous avons... Donc ici, nous avons 30. Et ici, nous avons combien? 45. Tout le monde est d'accord que quelque part entre 30 et 45, j'ai quelle valeur? J'ai 44. Et donc, nous avons bien l'équation f de x égale combien? F de x égale combien? 44 admet bien une solution comprise entre combien et combien? Entre 0 et 10. D'accord? Ok. Je vais dire de façon un peu mathématique que l'équation f de x égale 44, montrer que l'équation f de x égale 44 admet une solution unique. On vient de montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,10. Donc la fonction f réalise une bijection de l'intervalle 0,10 vers l'intervalle f de 0, f de 10. Autrement dit, elle réalise une bijection de l'intervalle 0,10 vers l'intervalle 30-45. Donc 44 appartient à l'intervalle 30-45. Donc il admet un antécédent unique appartenant à l'intervalle combien? 0,10. C'est la raison pour laquelle l'équation f de x égale 44 admet une solution unique. Et on vous demande dans la question d'après, c'est très important, manipulation, on vous demande d'encadrer cette solution par quoi? Par deux entiers consécutifs. Vous allez donc prendre votre calculatrice et vous allez générer une table de valeurs et on va essayer de déterminer donc cette solution, cet intervalle donc, qui va contenir la solution. Sur 2 plus 1 moins x, vous paramétrez la table donc de 1 à 10, et si vous regardez bien pour f, f de 3, ça fera 43 et des poussières, n'est-ce pas? Et pour f de 4, ça fera 44 et des poussières, ce qui veut dire tout simplement que la solution de l'équation f de x égale 4 est bien comprise entre 3 et 4, strictement supérieur à 3 et strictement inférieur à 4. Bien sûr, on peut préciser davantage la solution, mais on va s'arrêter là. Et de montrer que l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx est égale à 45 ln de 2 exponentielle de 2 plus 1 sur 3. Nous avons ici f de x. On me demande de démontrer que l'intégrale est égale à ça. C'est le petit b. Ok. Alors, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, en BTS, on ne vous posera jamais la question de façon aussi difficile. On vous dira comme ça. On vous dira. Regardez les étapes. Hein. On vous dira ceci. Donc, f de x est donné ici. N'est-ce pas? F de x est donné ici. On vous dira montrer que f de x est égal à 90 exponentielle de x, ou plutôt de moins x, sur
de exponentielle De plus. on va vous demander de démontrer que f de x s'écrit comme ça. 90 exponentielle de x sur 2 exponentielle de x plus 1. Voilà ce qu'on va vous demander. On vous donne f de x. Première question, démontrez ça. D'accord? Démontrez ça. Et ensuite, je vais vous dire comment. Ensuite, ça c'est petit a. Petit b, montrez que grand f de x égale à ln à 90, plutôt à 45 ln de 2 exponentielle de x plus 1, démontrer que f de x égale 45 ln de 2 exponentielle de x plus 1 est une primitive de petit f. Étape. Comment je suis passé de là à là? 80, voilà, 90, vous l'avez de part et d'autre. Qu'est-ce que j'ai ici qui a changé au numérateur? Exponentielle de x. Ça veut dire concrètement que j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par exponentielle de x. Faisons ça. Est-ce que vous êtes d'accord que si je multiplie le numérateur par e de x et le dénominateur par e de x, qu'est-ce que j'obtiens au numérateur? 90 que multiplie exponentielle de x, que voici. Ensuite, 2 que multiplie exponentielle de x, que voici. Est-ce que c'est bon? Ensuite, j'ai exponentielle de moins x que multiplie exponentielle de plus x, ce qui est égal à combien? Exponentielle de 0, qui est égal à combien? À 1. Donc f de x peut s'écrire comme ça. Maintenant, on me dit de démontrer que grand F est une primitive de petit f. Donc si on vous pose cette question, comment vous répondez? Vous dites, pour montrer que grand F est une primitive de petit f, il suffit de montrer quoi? Que grand f' de x est égal à quoi? À petit f de x. Je répète, pour répondre à cette question, vous dites, pour démontrer que grand f est une primitive de petit f, il suffit de démontrer que la dérivée de grand f est égale à quoi? À petit f. Mais, si on ne m'avait pas donné ça, j'aurais eu du mal à retrouver ce qu'il y a au-dessus. C'est pour ça que cette expression-là est plus facile à traiter que celle-ci. Ok? Alors, on y va. Comment je fais pour dériver ça? Dites-moi, c'est de quelle forme, grand F? Grand F est de quelle forme? ln de U. Regardez bien, 45, vous me suivez ou pas? C'est un nombre. 45 ln de quoi? De U. 45 ln de U. La dérivée de ln de U, c'est quoi? U' sur U. Alors, je vous propose de faire ça au-dessus. Je vous propose de faire ça au-dessus. Regardez bien. J'ai ici f de x, grand f de x est de la forme 45 ln de U. Grand f de x est de la forme 45 ln de U. Avec U égale à combien? U de x égale à combien? 2 exponentielle de x plus 1. Je vais calculer U' de x. Vous me suivez ou pas? U' de x est égal à combien? À 2 exponentielle de x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je retrouve bien la forme? Donc là j'ai 2. Alors je fais f' est égal à combien? 45. 45. Alors 45 que multiplie quoi? U' sur U. 45 U' sur U. Donc, là je vais mettre un peu d'espace.
Donc ici, j'ai grand f' de x qui est égal à combien? 45 que multiplie 2 exponentielle de x sur 2 exponentielle de x plus 1. 2 exponentielle de x plus 1. Et ça, qu'est-ce que c'est? 45 fois 2, 90 et le dénominateur. Donc vous avez bien démontré que grand f' est égal à petit f. Est-ce que c'est clair? Ouais. Voilà. On me demande de démontrer que l'intégrale de f de x dx, donc de l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, est égale à ceci. On vient d'établir, c'est pour ça que je vous dis c'est très important, c'est très facile. On vient d'établir que grand f est une primitive de petit f. Et on vous demande de calculer l'intégrale. Rien de plus simple. Voilà ce que vous faites. Vous écrivez votre intégrale comme ça. Regardez bien. 0, 2. f de x dx. Regardez, c'est très simple. Vous remplacez f de x par sa primitive. La primitive, on vous la donne. Elle est là. Vous la mettez entre crochets. Voyez? Et vous écrivez votre primitive. Pardon. Alors, 2. Vous voyez, comme c'est simple. Ici, la primitive de f, vous l'avez. Vous la mettez entre crochets, c'est très simple. Et vous mettez les bornes d'intégration ici. Donc 0 et 2. Pas compliqué. F, on vous la donne. Vous remplacez. C'est toujours comme ça que ça se calcule. Je rappelle le cours. L'intégrale de a à b de f de x dx, l'intégrale, c'est la primitive de f sur l'intervalle quoi? AB. Et vous faites quoi? Grand FB, vous voyez, grand FB, en remplaçant x par b, moins grand FA, en remplaçant x par a. Grand FB moins grand FA. Donc ici, j'ai grand F. Vous voyez le 45 qui est là? Je peux le sortir puisqu'il est en facteur. Je peux le sortir du crochet. Ça me fait donc 45, n'est-ce pas? Facteur de quoi? ln de 2 exponentielle de x plus 1, entre quoi et quoi? 0 et 2. On va donc remplacer, si vous voulez bien. On va d'abord remplacer par 2. D'accord? Ça fait donc 45. On remplace par 2. Ça fait ln de quoi? Par 2. Ça fait 2 exponentielle de 2 plus 1 moins. Maintenant, je vais remplacer par quoi? Par 0. ln. Alors, regardez bien. 2 exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. Ça fait donc ln de 3. Mais vous savez que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. ln de A, c'est dans le formulaire. C'est dans le formulaire. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc ça vous donne 45 ln de A sur B. Et vous avez effectivement la réponse. On vous demande après ça la valeur moyenne entre 0 et 2. Vous avez dans le formulaire de mathématiques la formule de la valeur moyenne. Vous écrivez comme ça. La valeur moyenne sur l'intervalle 0, 2, vous écrivez valeur moyenne 1 sur, n'est-ce pas? 1 sur 2 moins 0. Intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Mais cette intégrale-là, vous l'avez calculée ici. 2 moins 0, ça fait combien? 2. Donc la valeur moyenne, c'est quoi? C'est le résultat que j'ai trouvé au-dessus, divisé par combien? Par 2. Donc ça fait tout simplement combien? 45 sur 2. ln de combien? De 2 exponentielle de 2 plus 1 sur 3. Ça, c'est la valeur moyenne. Autrement dit, si vous avez la primitive, vous pouvez calculer l'intégrale, vous pouvez calculer la valeur moyenne. Dernière partie, donc, que je vais aller un petit peu plus vite parce que ça a été traité très souvent. Donc, les probas. D'abord, très important, lorsqu'on vous dit dans un énoncé que des événements sont indépendants, on prend deux événements A et B et on vous dit qu'ils sont indépendants. D'accord? Donc, automatiquement, on vous demande la probabilité d'avoir à la fois A et B. S'ils sont indépendants, vous écrivez automatiquement probabilité d'avoir A et B. C'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Admettons que A et B dessinent un défaut, le défaut A, le défaut B.
On vous dit quelle est la probabilité que l'article ait les deux défauts. La probabilité que l'article ait les deux défauts, à condition que les défauts interviennent ou surgissent de manière comment? Indépendante. Si les défauts apparaissent de façon indépendante, la probabilité d'avoir les deux défauts, c'est la probabilité de A que multiplier la probabilité de B. Si on vous dit quelle est la probabilité d'avoir au moins un défaut, au moins un défaut, il faut savoir le calculer de deux façons. Le plus simple, c'est de dire au moins un défaut, c'est quoi? C'est le défaut A ou le défaut B. Est-ce que c'est bon? C'est quoi le défaut A ou le défaut B? C'est le défaut A plus P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais comme les événements A et B sont indépendants, P de A inter B est égal à quoi? À P de A fois P de B. Première solution, c'est bon ou pas? Deuxième solution, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est au moins un défaut? C'est un défaut ou plus? Au moins un défaut, son événement contraire, c'est aucun défaut. Est-ce que c'est bon? Aucun défaut, c'est quel événement? A bar, inter, B bar. Donc au moins un défaut est tout simplement égal aussi à 1 moins la probabilité de A bar, inter, B bar. Mais comme les événements A et B sont indépendants, il en est de même des événements A bar et B bar. C'est donc égal à combien? 1 moins P de A bar que multiplie P de B bar. Est-ce que c'est clair? Donc là, après, il suffit de mettre des chiffres, de remplacer P de A par une valeur, P de B par une valeur. Je vous passe les calculs. Ce qui est très important, c'est d'avoir à l'esprit P de A inter B égale P de A fois P de B si les événements A et B sont indépendants. Autrement dit, si je fais un arbre comme celui-là, si je fais un arbre comme celui-là, voyez, si je fais un arbre comme celui-là, j'ai un événement A ou A bar, j'ai un événement B ou B bar, j'ai l'événement B ou B bar. Ici, j'ai 0,4. Ici, j'ai 0,6. Ici, j'ai 0,1. Ici, j'ai 0,9. Ici, j'ai 0,1. Et ici, j'ai 0,9. Si vous avez un arbre comme ça, tout le monde doit comprendre, automatiquement ici, vous voyez bien que les événements A et B sont comment? Indépendants. Pourquoi? Parce que la probabilité d'avoir B ne dépend pas de A. Que j'ai eu A avant ou A bar, j'ai toujours la même probabilité. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que la probabilité de B sachant A est tout simplement égale à quoi? À P de A. La probabilité de B sachant A bar est égale seulement à P de B. Donc ici, j'ai la même valeur. Ça veut dire que dans ce cas-là, automatiquement, A et B sont comment? Indépendants. Est-ce que c'est clair? Et vous pouvez vérifier. Alors, maintenant, on peut vérifier. On peut vérifier que ce que je dis est vrai. On peut vérifier que ici, si vous avez ça, c'est que c'est égal à ça. Autrement dit, si ça égale ça, ça veut dire que c'est égal à P de B. Et là, les événements sont comment? Indépendants. Regardez, c'est égal à combien? À 0,1. Vérifions. Vérifions que l'événement B me donne bien 0,1. Pour avoir B, j'ai B en passant comment? En allant là ou là. Est-ce que c'est bon? P de B, c'est A inter B union A bar inter B. Oui ou non? A inter B, je fais le produit des deux. Ça me fait 0,4 fois 0,1. Ça me fait bien 0,04. 0,6 fois 0,1. Ça fait bien 0,06. Si je fais 0,04 plus 0,06, je trouve combien? Ben, je trouve 0,1. C'est logique, parce qu'ils sont indépendants. Est-ce que c'est clair? Ok? Donc si vous avez un arbre comme ça, automatiquement vous lisez qu'ils sont indépendants. Si j'écris ça, c'est fini, ils ne le sont plus. Parce que P de B sachant A n'est pas égal à quoi? À P de B sachant A bar. Ça va? Ok. On va aborder les probabilités conditionnelles. Alors, il n'y a pas 36 choix. Hein. Vous avez un sujet. On vous donne, par exemple, on vous dit dans une production, 60% de la production est assurée par une machine A. Et, comment dirais-je, le restant par une machine B. Donc, au départ, vous avez soit A, soit A, soit B.
Et si on vous dit dans la production de A, on vous dit il y a 5% d'articles défectueux. Donc l'article fabriqué par A peut présenter quoi? Soit le défaut D, soit pas de défaut. D'accord? Soit le défaut D, soit pas de défaut. Donc si là je mets 0,6, là je mets 0,4, là je mets 0,005, là je mets 0,95, là je mets 0,02, là je mets 0,98. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire concrètement que ça se lit comme ça. La probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité que l'article était fabriqué par la machine A, est de 0,6. La probabilité que l'article soit défectueux, sachant qu'il est fabriqué par A, est de combien? 0,05. Et l'énoncé, il va être formulé comme ça. L'énoncé, il se présentera comme ça. Dans une production, 60% de la production est assurée par une machine A. Donc forcément, le restant par une machine B. Dans la production de A, 5% des articles sont défectueux. Dans la production de B, 2% des articles sont défectueux. Traduire l'énoncé. Donc qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, vous faites d'abord un arbre pour effectivement traduire les données. Et une fois que vous avez fait votre arbre, vous récupérez toutes les informations. Et vous écrivez quoi? Que P de A est égal à 0,6. Vous écrivez que P de B est égal à quoi? À 0,4. Vous écrivez que P de D sachant A est égal à 0,05. Et vous écrivez que P de D sachant B est égal à 0,02. D'accord? Et après, on peut vous demander, si je pose la question directement comme ça, quelle est la probabilité que l'article soit défectueux? C'est bon ou pas? Je pose la question de façon rapide. En général, on vous la décompose, mais je la pose directement parce que nous n'avons pas trop le temps. Donc, si on vous dit quelle est la probabilité de D, donc vous dites l'événement D, c'est quoi? Je regarde mon arbre, pour arriver à D, je peux arriver comme ça, ou je peux arriver comme ça. Donc tout le monde a compris que l'événement D, c'est quoi? C'est la réunion de deux événements, lesquels? A inter D, union A bar inter D. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'événement D. Pardon, oui, A bar, c'est B. D'accord? C'est pareil. Donc A inter D, union B inter D. Maintenant, je dis, ces deux événements-là, bien sûr, sont incompatibles. Donc quand je calcule P de D, je dis P de A inter D plus P de B inter D. Et après, comment je calcule A inter D? J'ai mon arbre, vous voyez, quand j'ai un doute. A inter D, c'est de ce côté. Pour calculer A inter D, je ne mets pas les chiffres tout de suite, mais je sais que ça fera quoi? 0,6 fois 0,05. D'accord? Mais comment je traduis 0,6? Par P de A. Et comment je traduis 0,05 par P de D, sachant? Donc je rédige. Et je vais donc écrire quoi? P de D égale P de D sachant A fois P de A plus, vous comprenez ou pas? Plus P de D sachant B que multiplie P de B. Et vous remplacez. Donc je ne fais pas le calcul. Donc ça fait 0,6 fois 0,05 plus 0,4 fois 0,02. Donc ne vous contentez pas simplement de remplacer les chiffres. Rédigez, c'est très important. Et donc après vous concluez, d'où P de D égale. Et après on vous dit, on prélève un article, il est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il provienne de A? Qu'est-ce que vous dites? On me demande de calculer la probabilité de A sachant D. Et c'est quoi P de A sachant D? C'est P de A inter D sur P de D. Et P de D, je l'ai calculé où? Plus haut. Ça va? C'est tout. On revient souvent. Loi binomiale. Qu'est-ce que c'est? Dans quelle situation on applique une loi binomiale? Autrement dit, dans quel cas une variable aléatoire x suit une loi binomiale? Lorsque vous êtes en présence d'une succession d'épreuves indépendantes binaires, donc épreuve indépendante à deux issues avec succès ou échec. Autrement dit, si vous avez un énoncé du type, dans une production, on a 40% d'articles de qualité A, dans une production. On a 40% d'articles de qualité A, donc la probabilité que l'article soit de qualité A est de 0,4. D'accord?
On prélève un échantillon de 20 articles, n'est-ce pas? On prélève un échantillon de 20 articles. On suppose la production suffisamment importante. On suppose la production suffisamment importante pour que le tirage soit assimilé à un tirage avec remise. Et on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'articles de qualité A. Première question. Montrez que grand X suit une loi binomiale dont vous donnerez les paramètres. Calculez la probabilité d'avoir 2 articles de qualité A. Calculez la probabilité d'avoir au plus 2 articles de qualité A. Calculez la probabilité d'avoir au moins un article de qualité A. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à la première question? On va toujours répondre de la façon suivante. Comme on est en présence de 20 épreuves indépendantes, il faut les nommer ces épreuves. Comme on est en présence de 20 épreuves indépendantes, présentant chacune 2 issues. Soit l'article prélevé est de qualité A, avec une probabilité petit p égale à 0,4. Soit il est de qualité non A, c'est-à-dire de qualité B, avec une probabilité de 0,6. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, qui associe le nombre K d'articles de qualité A, suit une loi binomiale de paramètres petit n égale 20 et petit p égale 0,4 que l'on note. Grand X suit une loi binomiale de paramètres 20,04. N'oubliez pas d'écrire la probabilité d'avoir K succès, la probabilité d'avoir K articles de qualité A. C'est P de X égale K, qui est égal à C 20K 0,4 exposant K, que multiplie 0,6 exposant 20 moins K. Probabilité d'avoir 2 articles de qualité A. Vous écrivez P de X égale 2. C 22 0,4 exposant 2 que multiplie 0,6 exposant 18. Si quelqu'un peut me souffler la réponse. Ça, Sophia? Oui, c'est bon. C'est vrai. Il y a 2 zéros. 0, 0, 0, 31. Encore un 0? Oui, 0,8 en fait. Non, mais c'est bon. Non, il manque un 0. Ah, C'est 0,0. 0,0. Donc la probabilité de x égale 2, c'est a priori 0,0031. C'est un langage que la personne qui m'a soufflé la réponse. Ok. Alors, je continue. Après, au plus, si on vous dit au plus de 2 articles, au plus, ça veut dire au maximum 2. Ça s'écrit comment au plus 2? P de x plus petit ou égal à 2. Attention, ne pas confondre. Au plus 2, donc 2 compris. D'accord? Au plus 2, hein, c'est bon? Donc ça veut dire P de x égale 0, plus P de x égale 1, je ne le fais pas, hein, plus P de x égale combien? 2. Alors si on vous dit au moins 1, c'est plus grand ou égal à 1. Et au moins 1, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20, trop long, on passe par l'événement contraire. 1 moins P de x égale combien? 0. Alors pour 0, c'est plus facile d'écrire. 0 succès, ça veut dire combien d'échecs? 20 échecs. Et ça fait combien? 1 moins 0,6, 1 moins 0,6 puissance 20. Subsidiaire. D'accord. Regardez bien, très important, écoutez, c'est intéressant. Quel est le nombre minimum d'articles qu'il faut prélever? D'accord. Le minimum d'articles à prélever, là j'en ai prélevé 20. Et j'ai trouvé pour une probabilité d'avoir au moins un article, 1 moins cette valeur, n'est-ce pas? On a calculé, ça fait combien à peu près ici? 0,99. 4,9. 4,9, hein? Ok. Je dis ceci. Combien ce qui est important, c'est plus l'esprit de la question, hein, parce que, voilà. Combien d'articles faut-il prélever pour que la probabilité, d'accord, pour que la probabilité d'avoir au moins un article de qualité A, pour que la probabilité d'avoir au moins un article de qualité A soit comment? Supérieure
à 0,999. Donc je répète, quel est le nombre d'articles à prélever au minimum pour que la probabilité d'avoir au moins un article de qualité A soit supérieure à combien? À 0,999. Cette fois-ci, le n, je ne l'ai pas. Donc j'ai quelle loi binomiale? J'ai une loi binomiale de paramètres combien? N 0,4. D'accord? N 0,4. Ça veut dire que P de x égale K, c'est tout simplement CNK 0,4 à la puissance K que multiplie 0,6 à laquelle puissance N moins K. On me demande de trouver petit n, tel que P de x plus grand ou égal à 1. Ça, c'est la probabilité d'avoir au moins un article de qualité A. Et je veux que cette probabilité-là dépasse combien? Dépasse 0,999. Est-ce que vous m'avez compris? Combien d'articles faut-il prélever pour que cette probabilité-là soit dépassée? Est-ce que ça va? On a vu tout à l'heure, pour avoir au moins un, on passe par l'événement contraire. Il faut bien suivre. Ça fait donc 1 moins. 0 succès, ça veut dire combien d'échecs? N échecs. Il y a 0 succès, donc il y a n échecs. Si on remplace n par 0, ça fait 1, ça fait 1, et il reste 0,6 à la puissance combien? N. Donc ici, ça fait 0,6 à la puissance n. Et tout ceci doit être supérieur à 0,99. Je suis très content de trouver cette équation-là parce que je voulais le faire avec les suites, mais je n'ai pas eu le temps. Donc il est très important de savoir résoudre ce type d'inéquation. D'accord? On va donc trouver petit n. Et regardez ce qu'on va faire. On va passer le 1 de l'autre côté, n'est-ce pas? Ça me fera donc, il faut bien suivre, moins 0,6 exposant n, strictement plus grand, vous me corrigez, moins 0,001. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que le 1, ça fait bien moins 0,001. Est-ce que c'est bon? Je multiplie par moins de chaque, ou plutôt, je multiplie par moins de chaque côté. Donc je change de sens. Je change de sens. Ça donne quoi donc? En haut, ça donne quoi? Ça donne 0,6 exposant n, n'est-ce pas? Inférieur à 0,01. J'ai multiplié par moins de chaque côté. Je sais une chose très importante, c'est que la fonction ln est strictement croissante. Ça veut dire que si a est plus petit que b, le logarithme de a est plus petit que le logarithme de b. Ça dit quoi donc? Que ln de 0,6 exposant n, parce que mon inconnu est en exposant, il faut automatiquement penser au logarithme dès que l'inconnu est en exposant. Donc plus petit que quoi? ln de 0,01. Je connais les propriétés algébriques des logarithmes. Log de a à la puissance n, c'est n log de a. Donc c'est n ln de 0,6. Plus petit que ln de 0,01. Maintenant, on va se poser le problème de la division. Je vais diviser les deux membres par quoi? Par ln de 0,6. Mais je l'ai dit tout à l'heure, 0,6 est compris entre quoi et quoi? Entre 0 et 1, le logarithme est comment? Négatif. Donc quand je vais diviser par ln de 0,6, je change de sens. Et ça me fait donc n strictement plus grand que ln de 0,01 divisé par combien? ln de 0,6. Si quelqu'un peut taper à la machine et me dire combien ça fait? 13,52. 13,52. Donc il faut au minimum combien d'articles? Au minimum combien? 14. Le nombre entier strictement supérieur, directement supérieur à 13,52, c'est 14. Donc pour que la probabilité d'avoir au moins un article, pour que cette probabilité soit supérieure à 0,9999, il faut prélever au minimum combien? 14 articles. C'est pour ça qu'avec 20, j'avais trouvé encore plus grand que 0,999. C'est bon ou pas? Voilà. N'oublions pas une chose, l'espérance mathématique qui correspond à une moyenne, c'est n fois p, dans le cas d'une loi binomiale, dans le formulaire. L'écart type, racine carrée de np q, c'est-à-dire np fois 1 moins p, racine carrée, hein, écart type. Les points, loi normale. En général, prenons un exemple très simple, on va aller directement au vif du sujet. On
prenant une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres, on va dire 40, écart type 5. On peut me demander quelle est la probabilité. Question 1. Calculer la probabilité que x plus petit ou égal à 45. Probabilité de x compris entre, on va dire, 30 et 50. Probabilité que x compris entre 30 et 50. Petit 3, calculer petit a, sachant que P de x plus grand que a, sachant que P de x plus grand que a est égal à 0, on va dire 0,975 par exemple. P de x plus grand que de a égale à 0,975. Et enfin, petit 4, calculer petit h, sachant que P de x compris entre 40 moins h et 40 plus h est tout simplement égal à 0,95. Voilà des questions auxquelles il va falloir savoir répondre. Donc ça résume un petit peu tout ce qui peut effectivement être posé. Ce qui est très important, c'est d'abord de rédiger la réponse. Vous avez une loi normale, ne vous embêtez pas. Vous titrez d'abord changement de variable. Vous commencez comme ça. Donc vous titrez changement de variable. D'accord? Et vous écrivez changement de variable. D'accord? Et vous posez la chose suivante. Vous dites, si grand X suit la loi normale de paramètres combien? 45. D'accord? Si grand X suit cette loi normale. Alors, grand T suit la loi normale de paramètres 0,1. Et bien sûr, entre parenthèses, vous vous rappelez ce que c'est la loi normale de paramètres 0,1? C'est la loi normale centrée réduite. Loi normale centrée réduite. Avec, il faut bien sûr faire ce changement de variable, avec grand T égale grand X moins la moyenne, moins 40, sur 5. Voilà ce que vous écrivez avant de commencer vos calculs. Et maintenant, on va pouvoir répondre aux 4 questions qui résument à peu près ce qui est attendu. Donc répondre à la question numéro 1. Quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 45? Donc je vais rédiger ainsi. Et je vais donc écrire. Probabilité que x plus petit ou égal à 45. C'est P de x moins 40 sur 5. Plus petit ou égal à 45 moins 40 sur 5. P de t plus petit ou égal. Je fais le calcul. 45 moins 40, ça fait 5. 5 sur 5, ça fait 1. C'est tout simplement pi de 1. Je prends ma table et je lis que pi de 1 est égal à 0,8413. Voilà la réponse à la question A. Normale centrée réduite. Je fais x moins 40 sur 5. Et je fais le même calcul. 30 moins 40 sur 5. 50 moins 40 sur 5. Ce qui me donne P2 T compris 30 moins 40 moins 10. Moins 10 sur 5, moins 2. 10 sur 5, 2. Donc là, vous avez P de T compris entre A et B. Vous faites pi de B moins pi de A. Vous embêtez pas. Pi de B moins pi de A. Donc vous faites pi de 2 moins pi de moins 2. Attention, pi de moins 2 n'est pas tabulé. Mais en bas de la table, vous avez pi de moins 2, c'est 1 moins pi de 2. Donc vous faites pi de 2, moins, entre parenthèses, 1 moins pi de 2. Vous enlevez vos parenthèses, vous faites pi de 2 moins 1 plus pi de 2. 1 pi de 2 plus pi de 2, ça fait 2 fois pi de 2. Moins 1. Et vous savez que 2 fois pi de 2 moins 1, c'est 2 fois 0,9712 moins 1. Ça me donne à peu près du 0,9544. D'accord? On me demande de trouver petit a, sachant que P de x plus grand que a égale à 0,975. Voilà ce que je dis. Toujours pareil, changement de variable. Ça me donne P de x moins combien? Moins 40 sur 5. Plus grand que quoi? A moins 40 sur 5 égale à 0,975. Vous dites, ça fait P de t
plus grand ou égal à A moins 40 sur 5 égale à 0,975. Là, je ne suis pas dans la table. Pourquoi? Parce que j'ai P de T plus grand. Je sais que l'événement contraire, c'est 1 moins P de T strictement plus petit. Donc ça me fait 1 moins P de T strictement plus petit que A moins 40 sur 5 égale 0,975. Je passe le 1 dans l'autre membre, ça me fait moins 1. Et ça me fait quoi? Moins P de T plus petit que A moins 40 sur 5 égale à moins 0,25. Moins par moins, ça fait plus. Ça me fait donc pi de A moins 40 sur 5 est égal à 0,025. Alors si vous voulez bien m'écouter maintenant, et c'est là où il y a un problème. Et c'est le problème, il commence là, et c'est pas difficile à comprendre. Regardez. Il faut trouver la solution de cette équation. En réalité, je prends ma table, puisque j'ai pi de t égale à 0,025. Mais vous avez compris, cette valeur-là, elle n'est pas tabulée. Pourquoi? Parce que votre table, elle démarre à combien? À 0,5. Si votre table démarre à 0,5, vous avez tous compris que pi de 0, c'est 0,5. Et ici, c'est inférieur à 0,5. Ça veut dire que t est comment? Ça veut dire que t est comment? La valeur de t est comment? Négative. Est-ce que vous avez compris? L'air, pi de 0, ça fait 0,5. Et là, j'ai un nombre qui est comment? Qui est inférieur à 0,5. Donc, ça veut dire que la valeur qui est là, elle est de ce côté. Donc ça, c'est un nombre négatif. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que c'est négatif. C'est très simple. Vous dites simplement ceci. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque vous avez à résoudre cette équation-là et que la valeur est inférieure à 0,5, vous faites ceci. Attendez, pas la dernière ligne, s'il vous plaît. Non, je ne voulais pas l'effacer. Alors, vous faites ceci. Vous faites, regardez bien. 1 moins pi de l'opposé. C'est-à-dire combien l'opposé? 40 sur 5 égale à 0,025. Vous voyez? Vous faites 1 moins pi de moins t. A moins 40, 40 moins A. Et après, bien sûr, vous passez le 1 de l'autre côté, vous continuez votre calcul. Ce qui vous donne tout simplement moins pi de A de 40 moins A sur 5 égale à moins 0,975. Ensuite, vous enlevez les signes moins. 40 moins A sur 5 égale à 0,975. Vous prenez votre table en lecture inverse et vous lisez cette valeur et vous lisez 1,96. Ce qui vous renvoie à cette probabilité-là, c'est 1,96. Est-ce que c'est bon? Et donc vous écrivez après, donc conclusion, 40 moins A sur 5 égale à combien? 1,96. Il ne vous reste plus qu'à faire le produit en croix et à isoler petit a. Voilà comment on répond à ce genre de questions. Je finis mon calcul. Si vous permettez, donc vous faites 40 moins A égale à 1,96 que multiplie 5. Donc A égale à 40 moins 1,96 fois 5. Ça fait donc A égale combien? Donc 40 moins 1,96 fois 5. 30. Combien? 30,20. Voilà la réponse. C'est ce qu'on appelle un intervalle centré en M, centré en 40. 40 moins H, 40 plus H égale à 0,95. Et il faut trouver petit h. Je fais donc pareil. X moins 40 sur 5. De part et d'autre, je fais 40 moins H moins 40 sur 5. De l'autre côté, 40 plus H moins 40 sur 5 égale 0,95. Tout le monde a compris que le 40 moins 40 s'annule. Qu'est-ce que ça me laisse quoi? H moins H. Moins H sur 5. T et bien sûr plus H sur 5. Et tout le monde a compris pi de B moins pi de A. Je peux dire 2 pi de H sur 5 moins 1, mais je vais faire tous les calculs, d'accord? Alors, je fais pi de B, d'accord? Pi de H sur 5 moins pi de B moins H sur 5 égale 0,95. Pi de moins H sur 5, c'est quoi? C'est 1 moins
pi de plus h sur 5. Égale 0,95. J'enlève toutes mes parenthèses, ce qui me fait 2 pi de h sur 5 moins 1 égale 0,95. Pourquoi 2? Parce que moins par moins ça fait plus. Plus pi de h sur 5 plus pi de h sur 5, 2 pi de h sur 5 moins 1. Je résous cette équation. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait combien? 1,95. Ensuite, je divise par 2. 1,95 divisé par 2. 1,95 divisé par 2, ça me renvoie 0,975. Et ça, je l'ai fait tout à l'heure. 1,95 divisé par 2, ça fait 0,975. Et vous savez tous que pi de h qui me renvoie, qu'est-ce qui me renvoie le 0,75? C'est pi de 1,96. Ce qui me renvoie cette probabilité-là, c'est 1,96. Et donc, vous avez tout simplement h sur 5 égale à 1,96, d'où h égale à 5 fois 1,96, c'est-à-dire combien? 8 combien? Je ne sais pas, je dis 8 de mémoire. Oui. Ok, très bien, 9,8. C'était un petit peu laborieux, ça a été difficile, mais en tous les cas, vous avez été très attentifs et très assidus. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir un petit peu trop précipité les réponses. Mais c'était le laps de temps qui était imparti, on va dire insuffisant. On pourrait faire des soutiens comme ça répétés et ça serait toujours utile. Voilà, en tous les cas, merci et courage pour vos examens.